Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech, un peu spécial car nous venons de franchir les 10 000 abonnés. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup d'être présent, merci de votre confiance. On est vraiment ravis d'avoir une communauté aussi grandissante que la nôtre. Épisode un peu spécial également parce qu'on traite un sujet que vous nous avez demandé avec force et vigueur. Quels vont être les changements avec la nouvelle réglementation européenne? On a vraiment beaucoup bossé sur ce dossier, on s'est tapé tous les textes de loi, on est allé chercher de l'information à droite et à gauche et j'ai mis vraiment pas mal de temps à écrire. Et si vous voulez nous soutenir pour avoir des gros dossiers comme celui-là, je vous conseille d'aller faire un tour sur notre Tipeee et je vous expliquerai d'autant plus pourquoi à la fin de cette vidéo. Donc c'est une grosse vidéo, on va essayer d'être le plus simple et le plus clair possible, mais je vous conseille de vous poser, de prendre le temps de la regarder de manière attentive, parce qu'il va y avoir pas mal d'informations quand même. Allez, dans un premier temps, on va vous parler des changements et ensuite je dirai à la fin ce que j'en pense. Tout de suite, générique. Alors, la première question qu'on peut se poser légitimement, c'est pourquoi est-ce qu'il y a de nouvelles lois? Eh bien, tout simplement pour harmoniser les règles dans l'Union européenne. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé récemment. En tant que pilote professionnel français, je ne pouvais pas opérer en Espagne et c'était problématique parce que je devais faire une prestation en Espagne, tandis qu'un pilote espagnol pouvait venir en France et demander une équivalence et du coup pouvait opérer en France. On pourrait citer également pour le loisir l'aspect très compliqué dès lors qu'on veut faire voler un drone avec des réglementations nationales qui sont différentes. Et c'est donc tout naturellement que l'Union européenne s'est chargée d'harmoniser toutes les réglementations nationales en une seule réglementation européenne. Sur le principe, rien à dire, ça permettrait logiquement de faciliter les choses. Qui plus est, les réglementations actuelles sont de moins en moins pertinentes par rapport à l'essor de nouvelles technologies comme par exemple le Follow Me avec des capteurs d'obstacles qui sont beaucoup plus développés ou encore la pratique du FPV. Donc raison de plus pour la faire évoluer. Mais avant de commencer, posons les bases. Quels sont les pays concernés? Les pays concernés sont les membres de l'Union européenne plus l'Islande, le Liechtenstein, du premier coup, la Norvège et la Suisse. La grosse différence pour nous Français de cette loi, c'est que là où avant on avait une séparation du loisir et des activités particulières, autrement dit les activités professionnelles, cette nouvelle loi ne fait plus apparaître cette différence-là. Si on prend un exemple tout bête, imaginons quelqu'un qui fait des images en campagne, les scénarios les plus simples, et qui voudrait monétiser ses vidéos, et bien avant on était obligé de passer dans le cadre des activités particulières et donc dans le cadre professionnel, passer la formation obligatoire, le théorique télépilote de drone, etc. Avec la nouvelle réglementation, sur les scénarios les plus simples, on pourra opérer sans pour autant passer tout l'aspect réglementaire. Mais on va y revenir parce que tout dépend de la masse de l'appareil, des scénarios de vol, etc. C'est maintenant que ça commence à devenir intéressant. Donc concrètement, pour résumer ce que je viens de dire, les scénarios qui étaient parfois réservés aux pilotes de drones professionnels, aujourd'hui sont accessibles aux particuliers s'ils respectent les mêmes conditions de formation, de déclaration des vols, peut-être d'assurance, on ne sait pas encore exactement, donc ça reste quand même contraignant. Grosse différence également avec la loi actuelle, tous les appareils devront être enregistrés à la DGAC. Et je dis bien tous les appareils, alors désolé pour tous ceux qui ont acheté le Mavic Mini en pensant qu'il y aurait besoin d'aucune réglementation par rapport à leur appareil en dessous des 250 grammes, c'est une fausse rumeur qui court. Car oui, la réglementation européenne sur les drones dit que les appareils en dessous de 250 grammes n'ont pas besoin d'être immatriculés s'ils sont considérés comme un jouet. Or, n'est pas considéré comme un jouet tout appareil qui est équipé d'un capteur pouvant recueillir des données à caractère personnel, ce qui est le cas d'une caméra. Donc la plupart des drones hors petits drones jouets sont donc considérés pour l'enregistrement. Qui plus est, le Mavic Mini propose également un service de signalement à distance et donc devra se conformer aux mêmes règles que les plus gros drones. Donc là, on vient de briser un mythe de je fais ce que je veux et n'importe quoi en dessous des 250 grammes, vous aurez quand même besoin d'enregistrer vos appareils et de suivre la nouvelle réglementation européenne. Ça sera juste un tout petit peu plus simple si vous voulez en dehors de l'Union européenne, comme par exemple le Canada, je crois le Japon en dessous de 200 grammes, où là, effectivement, il y a plus de facilité, il n'y a pas forcément d'enregistrement, mais dans l'Union européenne, ça ne sera pas le cas. Je tiens à ce que ça soit clair et briser ce mythe qui court sur les réseaux sociaux. Une autre mauvaise nouvelle, c'est que les plafonds ont été réduits à la baisse pour absolument tous les appareils. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, avant c'était 120 mètres et en Europe 150 mètres. Je pense qu'il y a eu du lobbying de la part des sociétés qui voulaient faire du vol de drones autonomes comme Amazon pour livraison, etc. Et du coup, tous les paliers ont été rabaissés à 120 mètres. Donc on perd dans tous nos scénarios de vol
30 mètres d'altitude. Donc voilà pour l'aspect global. Maintenant, on va aller dans le détail. On va tout d'abord parler des appareils et ensuite des scénarios. Ce sont deux choses bien distinctes dans cette réglementation. On commence avec les appareils. Tous les appareils devront avoir une norme CE pour communauté européenne. C'est-à-dire qu'il y a différentes classes et tous les nouveaux appareils qui arriveront sur le marché à partir de juin 2020 devront avoir une norme et on va voir comment sont définies ces normes-là. Il y aura une zone de transition jusqu'en 2022, mais qui du coup posera plus de restrictions pour les appareils actuels. On y reviendra un tout petit peu tout à l'heure. Donc jetez pas tout de suite votre Mavic 2 Pro, vous allez voir, on va quand même pouvoir l'utiliser. On commence par la classe 0, c'est la classe pour les appareils de moins de 250 grammes, typiquement le Mavic Mini. Pour pouvoir entrer dans cette classe, il faut que la vitesse horizontale maximum soit de 68 km/h, qu'il y ait une limitation à hauteur à 120 mètres du point de décollage et une limitation à 50 mètres de la personne qui est filmée en cas de mode follow me par exemple. Je vous passe tous les détails techniques, mais ceux que je vous dis là sont les plus importants, les plus notables dans ce qui a été édité dans la réglementation. Ensuite, il y a la classe 1 pour tous les appareils inférieurs à 900 grammes. Là aussi, il faut que la vitesse soit limitée à 68 km/h, qu'il ne puisse pas aller au-delà de 120 mètres d'altitude, mais il y a des rajouts supplémentaires. Il faut qu'il y ait une fonctionnalité de RTH ou de fail-safe pour que l'appareil puisse revenir automatiquement si jamais il y a un problème avec la liaison de la radiocommande. Il faut qu'il y ait obligatoirement des NFZ, des no-flight zones, donc ça veut dire que tous les nouveaux constructeurs vont devoir se plier à faire des NFZ, des zones de géoréférencement interdites. Il faut qu'il y ait un signalement électronique de l'appareil avec son identification et les paramètres de vol qui soient libres à tous pour qu'on puisse voir quel appareil est en train d'opérer, qu'il appartienne à qui et sous quelles conditions par exemple, s'il est à tant de mètres par rapport au point de départ, etc. Donc ça commençait déjà à venir avec des mises à jour sur les appareils DJI. Je pense que c'est encore à perfectionner, en même temps tous les textes de loi sont pas encore sortis, mais c'est un truc qui normalement devrait être opérationnel sur les appareils DJI, normalement. On n'est que dans la supposition. Et intéressant, donc toujours dans cette classe 1 pour les drones inférieurs à 900 grammes, une limitation sonore à 85 décibels qui devra aller à 80 décibels d'ici 4 ans, de manière progressive. Donc là, c'est la première fois qu'on nous impose une limite sonore sur les appareils de cette catégorie, et sur toutes les autres catégories d'ailleurs. Ensuite, la classe 2, c'est pour les appareils de moins de 4 kg. Donc là, on tombe typiquement dans la catégorie fantôme, par exemple. Donc là, on retrouve les choses classiques dont on a parlé juste avant, c'est-à-dire limitation de hauteur à 120 mètres de hauteur, RTH, NFZ également, signalement électronique et enregistrement des paramètres de vol. Mais en plus de ça, il faut que ces appareils-là de classe 2 aient une option qui permette de passer en mode lent qui ne dépasse pas 11 km/h. On le verra un peu plus tard, ça permettra de passer à proximité des tiers en fonction de si on est en mode rapide ou en mode lent. Sur cette catégorie-là, il faut un signalement lumineux spécifique, mais ce qui est plus contraignant, il faut avoir fait une auto-formation pratique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette auto-formation pratique ? Pour l'instant, on n'en a aucune idée. Est-ce que c'est une formation comme les formations que font les pros aujourd'hui dans les centres de formation ? Est-ce que c'est une formation auto-formation qu'on peut faire soi-même ? Pour l'instant, on n'en sait rien. Et on y reviendra à la fin, ça pose un problème à pas mal de monde. Pour terminer sur la classe 2, il y a aussi une limitation de bruit, mais la formule est un peu plus complexe, donc du coup, je vais pas vous la donner là. Concernant la classe 3, donc là, c'est pour les appareils jusqu'à 25 kg, c'est plus ou moins la même chose que la classe 2, donc auto-formation, RTH, NFZ, signalement électronique, etc. Sauf que là, ça permet d'aller jusqu'à 25 kg. Et enfin, il y a une dernière catégorie qui est la classe 4, et là, c'est une catégorie bien spécifique, donc ça peut aller jusqu'à 25 kg, mais c'est une catégorie dans laquelle il n'y a pas besoin de fonctionnalités RTH, NFZ, vitesse max, tout ça, ça n'existe pas. La seule limite qu'il y a, c'est la limitation de la hauteur à 120 mètres de hauteur, et c'est typiquement la catégorie pour faire par exemple du FPV. Parce que sur les machines FPV, aujourd'hui, il n'y a pas toutes ces options qui permettent de créer ces limitations, et donc du coup, ils ont créé une catégorie à part qui permet de recenser ces appareils-là. On le verra, ils ont un peu moins de liberté que les autres, mais au moins, ils ont une classe à part, et ils peuvent légalement être utilisés. Petite précision pour cette classe 4, s'il n'y a pas les limitations dont on a parlé, il y a quand même une auto-formation pratique obligatoire à valider également. Alors là, on n'a parlé que des appareils. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion sur ces appareils ? Eh bien déjà, on voit qu'il y a des nouvelles choses qui apparaissent, comme par exemple les limitations de bruit, et on comprend pourquoi les constructeurs sont pas très chauds pour sortir des appareils en ce moment tant que les limites de la réglementation sont pas bien finalisées. Je pense entre autres que c'est pour ça que le Mavic 3 est pas encore sorti. Fait notable, les NFZ obligatoires sur tous les appareils. Alors ça, moi je trouve ça ultra chiant. Je suis sans filtre. Hein. J'ai déjà eu des problèmes en tournage avec les drones DJI, simplement parce que j'étais dépendant de ces NFZ alors que j'étais dans les règles, et je trouve ça insupportable que du coup on oblige à avoir des NFZ sur tous les appareils maintenant. Typiquement, j'étais en tournage avec un client et parce qu'il y avait un bug dans l'application qui faisait appel à internet pour savoir où était la localisation de l'appareil, alors que j'avais débloqué les NFZ dans lesquels j'étais, je
Est-ce que j'étais dans une NFZ? Je crois que j'étais même pas dans une NFZ. Mais en fait, le drone avait déterminé qu'il fallait que je valide mon numéro de téléphone qui devait être un numéro de téléphone chinois. Et en gros, j'étais cloué au sol simplement parce qu'il y a eu un bug logiciel sur un serveur DJI à cause de cette fonctionnalité de NFZ. Donc si on est dépendant de bugs comme ça quand on est en plein tournage, franchement... lourd. Et je vous raconte pas l'anecdote avec le Phantom 4, vous la connaissez, liée en fiche, c'est ça qui a permis de faire le test du Mavic 2 Zoom. Et enfin, dernière conclusion sur les appareils spécifiquement, c'est que voilà, on voit que les nouvelles normes qui sortent dans l'Union européenne vont contraindre énormément les fournisseurs de drones et aujourd'hui, ça sera hyper spécifié, hyper cadré sur les fonctionnalités qu'on peut mettre sur les drones. Et si on ne respecte pas ces fonctionnalités-là, on va tout de suite être catégorisé dans la classe 4 et du coup, ça empêchera de pouvoir faire certains scénarios de vol. Donc, les constructeurs ont tout intérêt à faire des appareils qui respectent ces nouvelles normes-là. J'ai un tout petit peu peur que ça rende la concurrence un poil plus difficile, mais bon, on verra, c'est juste une intuition. Alors ça c'était pour le matériel, pour les drones en eux-mêmes, et maintenant on va voir les scénarios de vol dans lesquels on va pouvoir opérer. Ces scénarios de vol vont dépendre donc des catégories des appareils, mais également des endroits où on va pouvoir voler. Il existe 3 catégories. La catégorie ouverte, ou open en anglais, la catégorie spécifique et enfin la catégorie certifiée. La catégorie ouverte, en gros, c'est pour tous les vols à faible risque. Grosso modo, ça correspond à l'ancien scénario S1 et tout ce qu'on pouvait faire dans le cadre de loisirs. La deuxième catégorie, c'est la catégorie spécifique et ça, c'est pour les vols qui sont moyennement dangereux. Ça sera par exemple les drones hors vue, en ville, à proximité d'aérodromes, etc. Donc un mélange de ce qu'on avait en S2, S3. Et enfin, la catégorie certifiée, c'est les scénarios pour lesquels il faudra une haute qualification en termes de danger de pilotage, donc typiquement des scénarios qui sont réservés aux pilotes d'avions, d'hélicoptères, etc. On trouvera certainement un scénario type S4 dans cette catégorie certifiée, bien que le S4 soit plus possible avec ces nouvelles réglementations, donc on ne sait pas encore trop à quoi elle va servir. Donc là, on va surtout parler des catégories ouvertes et spécifiques qui sont les catégories qui vous intéressent le plus, surtout la catégorie ouverte j'imagine. Donc d'un point de vue général, la catégorie open c'est pour les vols à vue obligatoires, hors ville, hors zone d'aérodrome, hors zone contrôlée, hors zone naturelle, etc. Les drones doivent faire moins de 25 kg et au niveau de l'âge requis, ce sera peut-être une mauvaise surprise pour certains d'entre vous. Il faut 16 ans minimum si l'appareil fait plus de 250 grammes, sauf si le jeune pilote est sous le contrôle d'un pilote plus expérimenté. Donc en gros, avant 16 ans, vous avez droit comme avec Mini. Ce scénario open ressemble beaucoup à ce qu'on pouvait faire avant avec les drones de loisirs. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, tous les drones qui opèrent en open doivent être obligatoirement enregistrés, sauf si considérés comme un jouet, c'est-à-dire si vous n'avez pas une caméra qui permet de filmer dessus. Grosso modo. Donc dans cette catégorie open, vous avez plusieurs scénarios types qui sont principalement en fonction du poids de l'appareil. Donc pour les catégories des appareils, on avait des catégories qui s'appelaient C0, C1, C2, C3, C4. Et là, dans la catégorie open, on va avoir les scénarios A1, A2 et A3. La catégorie A1 concerne les appareils de classe C0, donc en dessous de 250 grammes, et C1 en dessous de 900 grammes. Donc pour rappel, tout ce que je vais dire, c'est hors ville tout ça. En scénario A1, on va pouvoir avoir des autorisations qu'on n'avait pas avant avec nos appareils dans le cadre de loisirs. Pour la première fois, on va autoriser le survol de tiers, autrement dit le survol de personnes qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes en train de tourner, sous 2 conditions. Pour le C0, il ne faut pas que ce soit un rassemblement de personnes. Pour le C1, il faut que si on survole quelqu'un, ce soit exceptionnel, pas voulu et vite qu'on s'éloigne. Donc en dessous de 250 grammes, survol de personnes toléré si pas de rassemblement. En dessous de 900 grammes, survol de personnes toléré si c'est un accident et que vite on s'éloigne de cette personne. Et tout ça, je parle hors rassemblement de personnes. Donc à partir du moment où il y a un groupe de 10 personnes, eh ben, c'est considéré comme un rassemblement de personnes. Enfin, c'était comme ça dans l'ancienne réglementation, donc je pense que ça va être à peu près pareil. Donc ça veut pas dire que vous pouvez faire par exemple le survol d'une plage avec le Mavic Mini, parce que ça c'est clairement défini comme un rassemblement de personnes. Mais ça voudra dire que si par exemple vous faites une rando et que vous passez au-dessus de gens qui sont en train de marcher à la queue leu et qu'il y a juste 2-3 personnes, c'est toléré. Autre exemple, pour que ça soit bien clair, si par exemple vous avez un mariage, c'est un rassemblement de personnes, donc pas de survol. À partir du moment où vous avez 2-3 personnes isolées, et bah du coup là c'est toléré en C0 et en C1 si vraiment c'est un accident, vous passez dessus par inadvertance et ensuite vous passez. Je tiens vraiment à préciser les choses pour pas qu'on puisse dire bah voilà, Gauthier a dit que c'est bon, vous pouvez survoler les gens. Non, non, il y a certains cas dans lesquels c'est possible et ils sont bien précis. Ensuite, toujours dans la catégorie open, on a le scénario A2 qui correspond grosso modo au scénario open pour la catégorie
C2, donc les appareils de moins de 4 kg. Et là, la grosse différence qu'on va pouvoir notifier entre les différents scénarios de vol, c'est que là, le survol de tiers n'est pas toléré et doit être à un rayon minimum de 30 mètres en mode normal et 5 mètres en mode ralenti, le fameux mode ralenti qui ne va pas au-delà de 11 km/h. Donc là, avec un appareil de moins de 4 kg, on est beaucoup plus restrictif que ce qu'on avait avant en tant que pro, où le rayon de protection des tiers avant était entre 10 et 30 mètres. Mais c'est un peu mieux si on est en mode lent, mais bon, je trouve ça quand même un peu plus restrictif. Et enfin, pour les scénarios A3, donc pour les appareils jusqu'à 25 kg, donc typiquement C3 pour les gros appareils automatisés type M210 et C4 pour tous les drones qui n'ont aucun contrôle, donc comme le FPV. Le survol des tiers est strictement interdit et la distance qui nous sépare des tiers doit être de 150 mètres. Autant dit qu'ils ne sont pas allés avec des pincettes et que 150 mètres, ça fait quand même une bonne marge par rapport au tiers. Donc la catégorie pour l'FPV existe, mais elle est super restrictive. Et grosse mauvaise surprise pour tous les appareils de plus de 4 kg, même s'ils sont bien automatisés, on a une distance au tiers qui est encore plus étendue qu'avant et ça va rendre les vols très compliqués au-delà de 4 kg. Donc pour tous ces scénarios dans la catégorie Open, donc A1, A2, A3, le passage d'un QCM en ligne va être obligatoire, donc ce qui se faisait avant en France au-delà de 800 grammes, on va l'avoir pour tous les drones. À partir de la catégorie A2, donc jusqu'à 900 grammes, il y aura un QCM encore plus poussé et une auto-formation pratique obligatoire. Donc là pareil, qu'est-ce qu'une auto-formation? On ne sait pas, pour l'instant c'est flou. Pour une réglementation qui doit arriver en vigueur dans 4 mois, c'est un peu limite. Alors comme je vous l'avais introduit tout à l'heure, il va y avoir une période de transition pour la catégorie ouverte qu'on va appeler ouverte limitée pour les appareils qui ont été achetés avant le 1er juin 2020. Par exemple, j'ai acheté un Mavic 2 Pro et je continue à bosser avec, et je vais avoir droit à cette catégorie Open limitée pour cette période de transition. Cette période de transition va se faire entre 2020 et 2022. Et après 2022, utiliser les anciens appareils, ça va être beaucoup plus compliqué dans cette zone ouverte limitée. Donc cette transition, cette catégorie limitée va surtout être par rapport à la distance avec des personnes. Donc sera autorisé le vol à proximité de personnes des appareils classés dans des catégories qui pèsent moins de 500 grammes, à 50 mètres de personnes si ça pèse moins de 2 kg, c'est le cas du Mavic 2 Pro par exemple, ou à 150 mètres des personnes s'il pèse moins de 25 kg. Donc en gros, mon Mavic 2 Pro, je vais devoir prendre un rayon de sécurité par rapport au tiers de 50 mètres. Génial les gars. Donc heureusement que moi je suis professionnel et du coup je vais pouvoir utiliser, parce qu'il va y avoir une période de transition pour les scénarios également, les anciens scénarios. Je vais pouvoir utiliser les anciens scénarios pendant encore quelques années. C'est pas encore défini combien de temps. Donc du coup j'aurais pas besoin de faire ça. Mais si j'étais pilote de loisirs avec un Mavic 2 Pro, ça veut dire qu'à partir du 1er juin, je serais obligé d'être au minimum à 50 mètres de personnes à cause de cette catégorie Open limitée. Donc je pense qu'il va y avoir un rush sur les nouveaux appareils qui vont sortir à partir de juin et qui seront bien normés, parce que du coup il n'y aura pas cette limitation sur les anciens appareils. Ce sera plus ou moins les mêmes appareils, écologiquement je trouve ça assez aberrant, mais bon, c'est comme ça. Donc je répète, pour être sûr que vous avez bien compris que vous soyez en loisir ou en professionnel. Pour les pros, vous aurez le droit d'utiliser les anciens scénarios pendant encore quelques années, donc no panique. Par contre, pour le loisir, lorsque vous utilisez un appareil qui n'est pas normé à partir du 1er juin 2020, vous aurez ces limitations supplémentaires par rapport aux distances à avoir avec des tiers. Ouais, la transition, elle va être sympa, ouais. Ça va être un sacré bordel. Donc là, pour l'instant, on a parlé que de la catégorie open, ouverte en français. Là, maintenant, on va parler de la catégorie spécifique et là, on sait encore beaucoup moins de choses pour l'instant. Donc globalement, ce scénario, ça sera pour tous les vols hors vue, en agglomération, à proximité des aérodromes et dans les zones de vol interdites. Alors, ce qui est donné pour l'instant dans la réglementation, c'est qu'il y a l'obligation de faire une demande d'autorisation pour ces vols-là. Donc par défaut, pour tous les vols spécifiques, il faudra faire une demande d'autorisation. Mais comme pour les scénarios opérationnels, il va y avoir des nouveaux scénarios possibles qui vont s'appeler des scénarios standards sur lesquels il sera possible de faire qu'une déclaration plutôt qu'une demande d'autorisation. Et donc ces nouveaux scénarios standards, ils n'ont pas été définis. Ça sera défini qu'en fin 2020, début 2021. Donc en gros, on sait toujours pas ce qui va remplacer nos scénarios S1, S2, S3, S4, même s'ils vont être supprimés. Donc en gros, les mecs sont graves à la mort. Pour parler sans langue de bois, on est en train d'appliquer une réglementation à partir du 1er juin, dont on connaît même pas les modalités et qui seront applicables à partir de 2021, qu'on saura enfin à quoi correspondent ces scénarios. Donc en gros, on utilise les anciens scénarios ad vitam aeternam tant qu'on ne sait pas qu'est-ce que va contenir la nouvelle réglementation. Franchement, en termes de clarté, on peut pas mieux. Donc là, encore une fois, je parlais des scénarios spécifiques, donc qu'on utilise pour tout ce qui est aérodrome, agglomération, etc. Donc il va falloir appliquer pendant cette période de transition à la fois les nouvelles catégories des nouveaux appareils qui sont normés avec l'ancienne réglementation sur les anciens scénarios avant l'arrivée des nouveaux scénarios qui vont être définis d'ici un an. Et moi, je dois faire comprendre tout ça à mes élèves en formation.
bonne chance. Ces déclarations spécifiques seront à faire selon une procédure qui est décrite dans le texte de loi. Donc je suis allé voir à l'appendice numéro 1 du texte de loi qu'ils n'arrêtent pas de citer dans le texte de loi. Et pour l'instant, il y a juste le titre, il n'y a pas le texte en dessous. Donc pour l'instant, ça reste un complet mystère et on ne sait pas comment on va faire ces demandes d'autorisation ou déclaration. Donc vu comme le scénario spécifique est avancé, je vous parle même pas du scénario certifié. À mon avis, ils sont encore moins avancés dessus. Mais j'ai lu quelque chose au fin fond des textes qui peut être intéressant et qui s'annonce là aussi comme un beau bordel. Il n'y aura pas besoin de faire des demandes d'autorisation ou même de déclaration si on fait des opérations dans le cadre de ce qu'on appelle un LUC. Un LUC, en gros, c'est un monument comme un map, c'est-à-dire qu'il va décrire toutes les procédures opérationnelles bien définies dans lesquelles le drone va opérer. Et s'il y a validation du LUC par l'autorité compétente, on aura le droit d'opérer dans ces scénarios-là qui ont bien été définis sans avoir de demande d'autorisation ou de déclaration à faire. Le LUC doit vraiment être accordé par les autorités compétentes et doit être très spécifique. Donc d'un point de vue global, ça pourrait être pas mal, ça permettrait peut-être pour certaines sociétés de simplifier les choses, mais là où je vois mal comment ça va vraiment concrètement s'appliquer, c'est que l'ancienne réglementation française, il y avait le MAP qui était à valider obligatoirement, et c'était un truc qui était plutôt général. Ils l'ont passé en déclaratif, donc plus besoin de le faire valider par la DGAC parce qu'ils recevaient trop de MAP, ils n'avaient pas le temps de les traiter. Et là maintenant on tombe sur un document encore plus spécifique à faire valider au cas par cas par la DGAC. En sachant que la DGAC a mis 6 mois, 1 an à juste donner des équivalences du nouveau diplôme télépilote de drone aux professionnels qui étaient déjà présents. On voit mal comment est-ce qu'ils auraient la capacité d'analyser des LUC, de ces documents bien spécifiques de milliers de télépilotes de drones professionnels en France et que ça puisse être facilement validé par justement ces autorités compétentes. Donc là aussi, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Donc voilà, vous savez tout maintenant sur tout ce qu'on sait sur la réglementation européenne. Ça m'a demandé un travail de malade. Je vous assure, lire des textes de loi, c'est pas ma passion. Et je vais vous donner maintenant mes conclusions. Ma première des conclusions, c'est que c'est dommage parce que c'est une réglementation qui est en retard sur le calendrier et qui n'est pas encore clairement définie. Ça crée des périodes de transition à plus en finir avec un enchevêtrement d'une loi sur l'autre et ça vient compliquer la vie à tout le monde, quoi. La période de transition s'annonce compliquée à la fois pour les utilisateurs, les professionnels, mais également les constructeurs. Et on les oublie, ceux qui font la réglementation, qui doivent avoir pas mal de boulot sur la planche en ce moment. On pense quand même un peu. Pour moi, l'Union européenne a clairement loupé le coche d'une réglementation sur les drones qui aurait pu être plus simple, plus lisible, plus utilisable facilement par les gens qui aujourd'hui utilisent des drones, que ce soit de manière légale ou illégale. Encore une fois, je cite à chaque fois le nombre de professionnels qui me disent la réglementation, je me la mets derrière l'oreille parce que de toute façon, je vole, il n'y a personne qui vient m'embêter. Donc, est-ce que ça a toujours cet effet pervers de est-ce que ça vaut le coup de trop réglementer parce que du coup, les gens, à force de trop réglementer, ils vont pas se fier à cette réglementation. Pour moi, c'est un rendez-vous manqué avec une réglementation qui serait plus claire et plus limpide pour tout le monde. En conclusion également, on voit très clairement que sur les appareils en eux-mêmes, ça devient très sévère et très strict. On enregistre encore plus d'appareils qu'avant. Il faut absolument maintenant montrer patte blanche avec un signalement électronique. Donc clairement, il y aura un monde du drone avant la réglementation européenne et un monde du drone après la réglementation européenne où maintenant tous les drones devront être signalés, contrôlés, enregistrés. Donc voilà, on n'est plus sur la même ambiance. Seul point positif de cette réglementation pour lequel je m'en jouais, c'est l'amélioration par rapport au survol des tiers. Moi, c'est vrai que c'était très casse-tête pour mes prestations pro quand on avait un appareil de moins de 900 grammes et de ne pas pouvoir le faire voler avec des conditions très strictes, avec des zones de sécurité très contraignantes. Là, on va avoir un peu plus de souplesse, que ce soit pour la catégorie C0 et C1. Et ça, c'était tant mieux parce que pour moi, ce point de réglementation était trop exagéré. Par contre, aujourd'hui, on a une vraie inquiétude pour les professionnels. Parce que très clairement, le marché sur lequel s'est développé les drones pendant ces dernières années était réservé aux professionnels, que ce soit dans les catégories S1 et S3. Parce que très clairement, le marché s'est développé sur cette exclusivité des professionnels sur les scénarios habituels S1, S2, S3, S4. Et très clairement, si on voit un nouveau public arriver sur tous les scénarios open, c'est-à-dire les scénarios type campagne, pour simplifier, forcément ça va faire baisser le coût des prestations. Je ne dis pas que c'est un bien ou un mal, parce qu'il y en a peut-être qui diront que du coup ça va peut-être libérer un peu plus le marché, mais ça reste quand même une inquiétude pour les gens qui sont en place, parce que voir une baisse de chiffre d'affaires comme ça arriver, c'est plaisant pour personne. La deuxième grosse inquiétude, c'est pour tous les centres de formation dont je fais partie, parce que j'ai un centre de formation en pilotage de drone, et c'est une grosse partie de mon chiffre d'affaires. Et la formation qui était obligatoire avant pour les télépilotes professionnels, dans ces brouillons, elle est même pas évoquée. Donc la réglementation arrive dans 4 mois, et on a aucune visibilité pour notre business. Pareil, que ce soit bien, pas bien, que la formation était trop contraignante ou pas, je vais pas rentrer dans ce débat, mais ça vient complètement chambouler le marché en très peu de temps là.
Donc nous, on est toujours à suivre les informations sur la réglementation à la traîne, en essayant de grappiller la moindre petite information, parce qu'on ne sait pas en fait. On ne sait pas, et on a une visibilité à moins de 4 mois. Donc vous imaginez, quand vous avez des salariés, etc., c'est super compliqué d'appréhender l'avenir en ayant une réglementation qui est aussi peu stable. Donc moi, je vous le dis en toute transparence, hein, peut-être que mon business va complètement changer d'ici 6 mois. Ça aura certainement un impact sur mon entreprise, mais je sais pas du tout encore à quel niveau. Je vais peut-être avoir moins de prestats, peut-être plus de prestats, je sais pas. Je sais pas du tout l'impact que ça peut avoir. Je sais pas du tout quelles sont les formations que je vais pouvoir donner ou pas, sous quel format. Donc on est dans l'inconnu total. Et je vous le dis également en toute transparence par rapport à ces vidéos, parce que si je peux faire aujourd'hui ces vidéos, c'est parce que j'ai des prestations, j'ai des formations qui me permettent d'assurer le train de vie de l'entreprise et qui me permettent de prendre du temps pour tourner ces vidéos aussi. Je vous avais dit que je reparlerai du Tipeee à la fin, c'est là où avoir un Tipeee fort, c'est ce qui permet de soutenir un peu les vidéos. Et peut-être que ça sera nécessaire dans les prochains mois. On verra. Donc on en saura plus d'ici le printemps d'après la DGSC qui devrait sortir une première mouture de son guide d'activité pour les drones. Maintenant il n'y a plus guide loisir ou guide pro. Donc on vous tiendra promis au courant. N'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne pas louper ces infos, de nous suivre sur Instagram pour les dernières news qu'on va pouvoir poster en story. Et j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair. Allez, bonne digestion et à bientôt pour un nouvel épisode de la Pause Tech. Salut! If I could take you up and boom, 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 tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart.